The Anarchy, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. C'est un jeu qui va reprendre les mécanismes et le principe du mur d'Adrien, pour ceux qui connaissent. C'est le même auteur, même éditeur. C'est une version, on va dire, 2.0, peut-être un peu plus complexe, un peu plus riche et un peu plus intéressante. On y reviendra en conclusion. Je vais vous expliquer dans un premier temps le mode solo pour une fois, parce que j'estime que c'est un jeu qui est plutôt fait pour le solo, même si on peut y jouer jusqu'à 4. Il y a vraiment pas beaucoup d'interactions, et vous verrez qu'il y a un petit mode campagne en plus en solo qui est intéressant. Donc je vais commencer par vous expliquer le mode solo et une partie, on va dire, classique. J'expliquerai après comment on peut faire une partie en mode siège, qui est encore un peu plus facile. Les subtilités pour jouer en multijoueur, et le mode scénario, où on va avoir des campagnes et des choses différentes. Au niveau du thème, on est à la fin de l'année 1135, le roi Henri Ier d'Angleterre meurt subitement. C'est son neveu Étienne de Blois qui prend le trône, et ça plaît pas trop à l'impératrice Mathilde, qui pensait être l'héritière légitime. Du coup, il va y avoir 18 années de guerre civile, et cette période, elle sera connue sous le nom de The Anarchy, d'où le nom du jeu. Vous jouez le rôle d'un noble, qui est un fidèle du roi Étienne, et vous allez, pendant 5 manches, développer votre domaine, essayer de défendre votre château, et d'attaquer les châteaux de l'impératrice Mathilde. Le but du jeu, c'est de gagner un maximum de points de bravoure, de loyauté, d'influence et de puissance, pour espérer remporter la partie, et avoir un maximum de points en fin de partie. Pour la mise en place, vous allez prendre 2 grandes feuilles comme celle-ci que vous allez assembler exactement comme ça, une à gauche, une à droite. Ça va représenter votre domaine, c'est là que vous allez faire toutes les actions du jeu. Vous allez prendre une tuile château vierge et les petits pions qui vont représenter les tours, les murs, la porte et les douves, que vous laisserez de côté pour l'instant. Vous allez mettre un petit plateau personnel juste au-dessus de vos feuilles ici. Pour l'instant, vous le laissez vierge, je vais expliquer comment on le remplit. Et vous allez mettre le plateau principal encore au-dessus. Sur ce plateau principal, il va falloir mettre une tente à votre couleur. Donc là, moi je suis joueur bleu. Et vous allez mettre une tente d'une autre couleur qui sera considérée comme votre rival pour les parties solo. Je vous dis, là j'explique le mode solo en premier. Il va falloir tirer au sort sur ce plateau des petits jetons de ressources. Donc vous avez les symboles qui correspondent. Il y a 2 symboles de ce type pour les 2 premiers emplacements. Et ensuite il y a 3 symboles un peu plus compliqués. Donc ces tuiles-là, il y en a plusieurs dans la boîte. Vous les mélangez et vous en tirez donc 5 au total. Vous les mettez au bon emplacement. Ensuite, sur ce plateau toujours, vous allez avoir les cartes d'assaut. Donc là, vous avez les cartes assauts finaux. Donc là, ça va être des cartes avec le petit drapeau, avec un dos tous identique, hein, et vous allez avoir à chaque fois une attaque avec des échelles dessus. Vous mélangez ces cartes et vous les mettez en tas à l'emplacement ici à droite. Et encore à côté, vous allez avoir les autres cartes d'assaut. Celles-là, vous les mélangerez toutes avec le dos côté bois. Et de l'autre côté, vous allez avoir les différentes attaques. J'explique après comment ça marche, mais vous mélangez ces 4 cartes et vous les mettez aussi en place à cet endroit-là. Ensuite, il va falloir déterminer un scénario, donc une mise en place de départ. Vous avez le choix entre un mode classique facile, classique intermédiaire, classique difficile, ou alors un mode siège, qui est encore plus facile, mais pareil avec 3 niveaux, facile, moyen et difficile. Là, j'ai fait la mise en place pour le mode classique facile. Et donc là, il va falloir aller chercher dans les cartes domaines. Les cartes domaines, ce sont des cartes sur lesquelles il y a un petit drapeau en bas à droite, sur fond vert, avec des numéros tous différents. Et en fonction donc du type de jeu que vous voulez faire, on vous dit quelle carte utiliser. Donc là, pour le mode classique facile, il faut utiliser les cartes 1, 2, 3, 4 et 5, tout simplement. Donc ça, je vous expliquerai après à la fin comment on module tout ça, avec le mode campagne et tout ça. Donc vous mettez ces cartes face visible dans l'ordre croissant ici. Et c'est à peu près tout pour le plateau principal. Il vous reste à mettre en place toutes les ressources du jeu. Donc là, la boîte, je vous précise, elle n'est pas fournie avec le jeu, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que c'est plus pratique. Donc dans le jeu, vous avez les pièces, qui sont une première ressource. Vous allez avoir le bois, qui est le matériau principal. Enfin, c'est le matériau de construction. Vous allez avoir des petites ressources jaunes, comme ça, c'est la nourriture, ça ressemble à du pain. Donc vous avez les éventuels jetons pour les châteaux si vous voulez jouer à plus d'1 joueur. Et ensuite, vous avez les différents personnages. Donc il y en a 5 au total. Vous allez avoir le personnage noir, ce sont les artisans. Les rouges, ce sont les soldats. Les jaunes, ce sont les serfs. Les bleus, ce sont les chevaliers. Et les gris, ce sont les mécènes.
Vous n'êtes pas obligé de retenir les noms, mais voilà, ça va être les ressources les plus importantes du jeu. Il reste un jeton premier joueur, donc ça c'est si vous jouez à plus de 1 joueur éventuellement. Une petite carte aide de jeu à distribuer si jamais. Et vous avez un petit deck de cartes qui vous est propre. Donc là, moi j'ai pris le joueur bleu, donc c'est ado bleu. Ce deck, c'est votre domaine en fait, c'est vos cartes domaine. Vous les mélangez aussi en début de partie et vous les laissez en tas à côté de vos 2 feuilles. On y fera référence plus tard. Éventuellement, vous avez aussi des jetons rassemblement que vous pouvez mettre de côté, que vous allez pouvoir gagner. Vous pourrez en gagner 3 au maximum pendant la partie. Et enfin, un dernier type de cartes sont les cartes chemin. Ce sont les cartes avec ce dos-là, donc sont toutes identiques au verso. Et au recto, ça va être des ressources et des conditions de points de victoire supplémentaires. Donc ces cartes-là, vous les mélangez toutes. Et en solo, vous allez enlever la carte émissaire, qui sera pas utilisée. Elle est utilisée uniquement en mode multijoueur. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de The Anarchy va durer 5 manches exactement, qui correspondent aux 5 différents châteaux qu'on a mis en place ici sur le plateau principal, et aussi aux 5 emplacements qu'on va retrouver en dessous de son propre petit plateau. À chaque manche, on va attribuer aux joueurs des cartes d'attaque, donc des attaques ennemies. Il y aura à chaque fois une carte assaut finale et une carte d'attaque par manche en cours. Donc première manche, il y aura une carte assaut finale et une carte attaque. Deuxième manche, une carte assaut finale et 2 cartes attaque. Troisième manche, la même chose, 3 cartes. Et à la fin, il y aura au total 6 cartes, une carte assaut finale et 5 cartes attaque. Donc on fait ça en début de tour. Ensuite, on va avoir une phase de production. Donc on va tirer des cartes chemin, ça va nous donner des ressources de départ. Auxquelles on va rajouter les ressources qui sont produites dans notre domaine. Donc dans la zone ici, là, je vais y revenir, on a déjà certaines choses qu'on produit et on va pouvoir améliorer ça. Donc on va gagner toutes ces ressources, on aura un gros pool de ressources en début de manche, et ensuite on va passer à la phase d'action, et à la phase d'action, on va utiliser ces ressources, donc les personnages, les matériaux, la nourriture, les pièces, pour développer notre domaine, donc interagir avec nos 2 grandes feuilles ici. Pour construire un peu notre château, essayer de développer donc la gouvernance, la guerre, le culte et le divertissement, donc de différentes façons, en construisant des bâtiments, essayer d'améliorer, de recruter des nouvelles personnes, améliorer notre production, tout un tas de choses que je vais expliquer en détail assez rapidement. Et on fait des actions, donc on dépense nos ressources, on en gagne d'autres, on fait ça jusqu'à ce qu'on considère avoir utilisé tout ce qui était utile. Ensuite, on passe à la phase de défense du château. Et donc là, on va devoir résoudre les cartes qu'on aura tirées ici, de droite vers la gauche, carte après carte, en essayant de défendre du coup notre château. Ces cartes-là, elles vont attaquer notre château et on va voir comment ça marche. Une fois qu'on a fait tout ça, on va défausser donc les cartes qui restent éventuellement ici. Et on va commencer la manche suivante. Le premier château ici, si on l'a attaqué ou même si on l'a pas attaqué, on va le retourner. Et on saura qu'on en est à la deuxième manche, puisqu'il restera encore 4 cartes à faire. Et on recommence un nouveau tour de la même façon, on distribue de nouvelles cartes attaque, on gagne des ressources, on fait nos actions, on défend notre château 5 fois. À la fin des 5 manches, on fait un calcul de points avec notre piste de bravoure, loyauté, influence et puissance, points auxquels on va rajouter les points de conditionnel des cartes chemin qu'on aura récupérées. Et on va soustraire des points de grogne, donc ça c'est les points négatifs qu'on pourra gagner de différentes façons pendant la partie. Voilà en gros. Maintenant en détail. Première étape, distribuer les cartes attaque. Donc vous allez prendre le petit tas de cartes d'assaut final. Là il y a 6 cartes en tout dedans, vous le mélangez. À chaque début de manche on le mélange. Et vous piochez la première carte que vous mettez en haut de votre plateau sur le premier emplacement. Ensuite vous prenez les autres cartes attaque. Vous les mélangez aussi, et donc comme je vous dis, à la première manche, vous allez en piocher une, et vous la mettrez aussi face visible, juste à droite de la carte d'assaut finale, parce que vous êtes à la première manche. À la seconde manche, vous allez, donc ces cartes-là n'y seront plus, vous referez la même chose, vous remélangerez les 2 tas, vous mettrez une carte assaut finale, vous mettrez une première carte attaque et une deuxième, sauf que la deuxième carte attaque, elle sera mise face cachée. Je vais le faire ici. Troisième manche, la même chose jusqu'à 3 cartes. Là, il y a aussi une carte face cachée, donc vous regardez les yeux. Ici, en gros, au maximum, il y aura 2 cartes face cachée, les autres seront face visible. Quand elles sont face cachée, les cartes, elles nous donnent quand même des indications. Je vais les expliquer après quand on les résoudra. Donc là, la première manche, hop, on reste comme ça. On a juste 2 cartes ici, et c'est à peu près tout.
Ensuite, vous allez piocher des cartes chemin. Donc en mode solo, il y a 2 tentes ici sur le plateau. On vous dit que si vous êtes sur le même emplacement que la tente de votre rival, donc là ce serait la tente rouge, vous allez pouvoir piocher les 2 premières cartes chemin ici, les regarder et choisir celle que vous voulez utiliser, et l'autre sera défaussée. Si par contre la tente de votre rival est devant vous, dans ce cas-là vous ne piocherez qu'une seule carte et vous serez obligé de l'utiliser. Donc ça, vous allez voir après, c'est au moment de la résolution des batailles contre les châteaux adverses que vous allez pouvoir progresser là-dessus. Donc là, au début de la partie, dans tous les cas, vous êtes au point de départ, vous êtes à égalité avec votre rival, donc vous piochez 2 cartes, et vous les analysez et vous choisissez laquelle vous voulez utiliser. Sur ces cartes, vous avez plusieurs informations, vous avez le nombre de ressources que vous allez gagner de chaque type, en comptant donc les serfs, les artisans, les matériaux, les mécènes et les pièces. Ce sera toujours pareil, en quantité plus ou moins différente. Et par contre, en plus, vous allez avoir un type de carte qui va, elle, vous donner des points de victoire de fin de partie en fonction d'objectifs que vous allez plus ou moins réaliser. Donc là, par exemple, le baron vous dit qu'à la fin de la partie, si vous avez les lignes de commandement complétées, je vous explique après ce que c'est, hein, mais c'est des choses que vous allez trouver sur votre plateau, bah, vous gagnerez plus ou moins 2 points. Si vous avez une ligne de commandement, ça fait 1 point, 2 lignes, ça fait 2 points, et 3 lignes, ça fait 3 points. Sinon, vous avez le recruteur, lui, on vous dit que le quartier des mercenaires alliés et hommes de guilde doivent être complétés. Pareil, plus vous en complétez, plus vous marquerez 2 points. Ça, on va y revenir. Donc là, admettons, on va prendre le baron, et donc on va prendre tout de suite les ressources correspondantes. Donc là, on vous dit c'est 3 personnages jaunes, 3 personnages noirs, il y a 3 bois, il y a 2 personnages gris, donc ce sont les mécènes, et 2 pièces. Une fois que vous avez pris les ressources de la carte, vous allez venir la glisser sous votre plateau en laissant dépasser uniquement les conditions de points de victoire ici. Et en plus de ces ressources donc attribuées par les cartes chemin, vous gagnerez les ressources de la zone grise de votre feuille de gauche ici, qui sont les ressources produites par votre domaine. Donc là, vous avez déjà des emplacements qui sont coloriés en noir. C'est ce que vous avez déjà d'actif. Donc là, vous gagnez par exemple un personnage jaune supplémentaire. Vous gagnez un matériau supplémentaire, donc un bois. Vous gagnez une pièce supplémentaire. Vous gagnez une nourriture. Vous gagnez 2 soldats, donc 2 personnages rouges. Et c'est tout. Une fois que vous avez récupéré tout ça, vous avez fini votre phase de production et vous êtes prêt à attaquer la phase d'action. Pendant la phase d'action, vous allez utiliser toutes ces ressources pour faire différentes choses sur votre feuille ici. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez tant que vous avez les ressources à dépenser. Vous allez en gagner des nouvelles pendant le tour. Vous allez mélanger un peu tout ça et vous allez voir qu'il y a tout un tas de combos qui vont s'enclencher. Et donc là, il faut que je vous explique ligne par ligne, endroit par endroit, tout ce qu'on va pouvoir faire sur ce plateau-là. Le principe, c'est toujours le même. Vous allez avoir dans la zone un peu marron ici, ce qu'il vous faut dépenser. Et ensuite, vous allez cocher les cases blanches, ou des fois entourées, pour gagner ce qu'il y a dessus. Parfois, il y aura des cases blanches avec rien dessus, donc il faudra quand même la cocher pour progresser. Parfois, il y aura donc des ressources ou des personnages que vous pourrez gagner, ou des jetons que vous allez développer. Donc par exemple, le principe, pour les 3 premières lignes ici, ça va être la construction du château. Première ligne, c'est construire la porte. Pour construire la porte, il vous faut dépenser un personnage noir et un bois. C'est marqué dessus. Si vous dépensez ces 2 ressources, donc vous les remettez dans la réserve générale, vous allez pouvoir griser la première case de la ligne. Donc je vous dis, on fait toujours de gauche à droite. Dans la plupart des cas, je vous préciserai quand c'est pas le cas, mais la plupart des cas dans le jeu, vous remplirez les différents éléments de gauche à droite en prenant la case disponible la plus à gauche. Donc là, vous allez pouvoir griser cette première case ici. Cette première case, elle vous dit que vous pouvez construire votre porte. Donc la porte, c'est le dé gris qui vient ici, au niveau 1. Donc le dé, il a 6 valeurs, hein, c'est comme un dé classique. Donc vous construisez votre porte au niveau 1, et en plus, vous gagnez un personnage gris. Vous le rajoutez à votre réserve. Ça, c'est en ayant fait cette action. Si je veux, je peux refaire exactement la même action, directement. Je repaye un personnage noir et un bois, et je vais pouvoir griser la deuxième case ici. Cette case-là, elle me dit que je peux développer encore ma porte, donc elle est déjà construite, mais je vais pouvoir la développer et donc la passer au niveau 2.
Et en plus, je gagne 1 point de puissance. Donc le petit point ici, c'est la puissance, c'est une des conditions qui va vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Et donc là, pareil, si je gagne de la puissance, je vais cocher la première case à gauche de l'emplacement de puissance. C'est une case blanche, donc il se passe rien de spécial, mais j'ai commencé à progresser sur cette piste. Et donc j'ai fait mes 2 premières actions ici en dépensant les ressources. Première règle donc pour ces emplacements-là, c'est que si vous voulez aller plus loin, donc là j'ai fait les 2 premières cases ici pour la porte, si je veux continuer à développer ma porte, donc la passer au niveau 3, il faut d'abord que j'ai construit une petite grue. Donc c'est ce symbole-là, une espèce de grue un peu noire ici. Cette grue-là, tant que je l'ai pas, voilà, je l'ai pas surlignée, je peux pas dépasser ce palier. Plus tard, si je veux aller au palier d'encore après, il faudra que je construise la grande grue. Je vais vous expliquer après où est-ce qu'on peut construire ces choses-là. Mais en tout cas, ça va vous bloquer un certain temps tant que vous n'avez pas fait ça. Il y a beaucoup de combos, beaucoup de choses qui interagissent les uns avec les autres. Mais pour le principe, voilà, vous avez compris. Même chose pour les tours. Donc les tours, c'est le même prix. Un personnage noir, un bois. Vous allez pouvoir cocher la première case. Ça va vous permettre de construire une tour. Les tours, c'est les cylindres. Vous pourrez choisir à quel endroit vous pourrez construire votre tour. Vous avez 4 endroits possibles. Vous la construisez évidemment au niveau 1. Et vous gagnez éventuellement un mécène. Plus tard, vous pourrez soit construire une nouvelle tour, soit améliorer une tour du niveau 1 vers le niveau 2. À chaque fois que vous aurez le petit symbole de tour, en fait, c'est soit on construit, soit on améliore. Pour les murs, c'est le même principe. Les murs, ce sont les dés rectangulaires ici. Première fois, vous construisez un mur niveau 1. Là, la seule subtilité pour les murs, c'est que pour pouvoir les passer au niveau 2, 3 ou 4, donc vous voyez, vous avez le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, il va falloir regarder les murs qui sont adjacents. Donc par défaut, un mur tout seul, vous ne pourrez pas le faire évoluer au niveau 2. Il faut obligatoirement que les murs qui sont adjacents n'aient pas un écart de plus de 1 par rapport au mur que vous voulez faire évoluer. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, ce mur-là, si je le fais évoluer niveau 2, il n'y a pas de souci, il a 1 d'écart par rapport aux 2 murs ici. Donc c'est faisable. Si je veux le faire évoluer au niveau 3, c'est pas possible, parce qu'il aurait plus de 1 point d'écart. Il aurait 2 points d'écart par rapport aux murs qui lui sont adjacents. De la même façon, ce mur-là, je ne peux pas le passer au niveau 2 tout de suite, parce que ici, il y a pas de mur, donc c'est niveau 0, et donc 0 à 1, ça va, mais 0 à 2, ça fait plus de 1 d'écart, donc c'est pas bon. Donc voilà la petite contrainte à respecter pour faire évoluer les murs. Il faut que on ait au maximum 1 point de plus que les murs qui sont adjacents. Mais sinon, voilà, chaque fois que vous aurez le symbole de muraille, vous pourrez soit construire un mur niveau 1, soit faire évoluer en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Et enfin, on a les douves. Donc là, les douves, par contre, pour pouvoir les construire, ça coûte soit un cerf, soit un soldat. Donc soit un personnage jaune, soit un personnage rouge. La première fois qu'on fait l'action de douve, donc admettons, j'utilise mon personnage rouge, bah il se passe rien. Je grise juste la première case ici, elle est blanche, il se passe rien. La deuxième fois par contre que je fais cette action, donc avec un personnage jaune par exemple, là je vais tout de suite gagner un bois, donc une ressource, je prends de la réserve que je mets dans ma réserve personnelle, et je peux construire le petit symbole de verre d'eau là on dirait, mes douves. Donc mes douves c'est le dé bleu qui va venir ici, et là encore la première fois il arrive niveau 1. À chaque autre symbole de ce type là, je ferai évoluer la force de mes douves, enfin le niveau de mes douves, de 1 point à chaque fois. Même chose, pour passer de ce palier à ce palier, il faut la petite grue et la grande grue ici. Voilà pour, on va dire, la première zone de jeu. Deuxième zone de jeu, carrière et forêt, c'est tout simple, ça coûte un personnage jaune à chaque fois pour avancer sur ces pistes. Carrière et forêt, c'est pour gagner des matériaux et améliorer éventuellement la production de matériaux, c'est-à-dire pour en gagner au début du tour. Donc le bois, ben, on gagne un matériau directement. La hache, c'est on gagne un niveau ici, qu'on grise, et comme je vous ai dit, à chaque phase de production, par niveau colorié, on gagne la ressource correspondante. Même principe pour les fermes avec cette fois la nourriture, donc le symbole de pain, là, c'est les petits jetons de nourriture. Soit vous gagnez directement de la nourriture, soit vous gagnez rien, soit vous avancez, et vous gagnez d'ailleurs, sur la piste de nourriture pour produire plus de nourriture par tour. Et enfin, encore la même chose avec le terrain d'entraînement, où vous allez gagner des soldats, ou améliorer votre formation de soldats pour avoir plus de soldats au début du tour. Donc très simple. De temps en temps, vous allez aussi pouvoir trouver des symboles de couronne. Donc notez bien, le symbole de point levé, de couronne, d'anneau ou la tête de lion,
bah, c'est voilà, bravoure, loyauté, influence et puissance, c'est juste des points de victoire, et ça peut vous débloquer éventuellement aussi des personnages ou bah, des points dans d'autres paramètres. En dessous de ces lignes de production, on a les lignes de tactique. Donc là, on a les couverts, les pierres, la poix brûlante, les bûches et les carreaux. Tout ça, ce sont des armes qu'on va pouvoir construire et développer pour se défendre contre les attaques ennemies. Donc, je vais y revenir après, mais en tout cas, il faut savoir que ces lignes-là, pour pouvoir les remplir, il faut déjà les débloquer. Vous avez le symbole d'engrenage ici. Ce symbole d'engrenage, par défaut, voilà, il faut pouvoir le déclencher. Et pour le déclencher, ça va se passer dans la zone de guerre ici, sur la feuille de droite, donc on va y revenir après. Mais sachez que dès que vous débloquerez un symbole d'engrenage comme ça, ben vous choisirez une de ces tactiques. Vous griserez, admettons, on va prendre les pierres, vous griserez la case ici pour dire ben vous avez activé cette tactique, donc là les pierres, vous gagnez le personnage rouge que vous venez de griser, et à partir du moment où vous avez activé donc cette tactique, vous allez pouvoir utiliser ben, les pierres que vous allez produire. Par défaut, vous avez une case cerclée ici, qui vous dit que vous avez par défaut un de ces éléments qui est actif, donc là une pierre. Si vous voulez en produire d'autres, ça va vous coûter un bois à chaque fois. Donc là, à partir du moment où vous l'avez activé, il faut obligatoirement l'avoir d'abord activé, donc avoir grisé le personnage rouge en dépensant le symbole d'engrenage. Vous pourrez commencer à en produire d'autres. De la même façon, pour utiliser même ceux qui sont déjà préimprimés, il faut d'abord avoir activé la tactique. On ne peut pas les utiliser tant qu'on l'a pas activé. Donc la production, c'est simple, vous payez un bois quand c'est actif et vous allez entourer une case supplémentaire. Vous payez un deuxième bois, vous en entourez une autre. Et vous verrez que quand on les utilisera, au moment de se défendre, il faudra juste les griser. Griser ce qu'on a entouré, ce qui est entouré, c'est ce qui est disponible. Quand c'est grisé, c'est que c'est utilisé. Voilà pour cette zone-là, zone tactique. Donc la zone de production, vous avez compris, hein, à chaque fois que vous aurez le symbole qui se trouve à gauche, ou que ce soit sur la feuille, ça veut dire que vous gagnez un nouveau point de production dans la catégorie correspondante. Ici, vous avez une zone défense du château, c'est juste pour vous expliquer ce qui va se passer quand vous allez défendre votre château, donc on y reviendra à la fin d'un round de jeu. Et à droite ici, vous avez la zone qu'on appelle la roue de la fortune. Donc c'est là principalement que vous allez dépenser vos pièces. Donc les pièces, c'est une des ressources du jeu. Vous voyez que vous commencerez au centre, vous avez le symbole de pièce qui vous dit que pour faire une action là-dedans, ben, ça coûte une pièce. Donc le principe, c'est que quand vous dépenserez une pièce, la première, ben, vous choisirez un des personnages ici que vous voulez griser et donc récupérer. Donc là, on pourrait par exemple partir sur le jaune ici pour gagner un personnage jaune. Deuxième pièce que vous dépensez, vous pouvez suivre en fait les lignes blanches. Donc vous pouvez repartir du centre, donc vous pouvez griser par exemple celui-là pour gagner un chevalier, donc un personnage bleu, mais vous pouvez aussi suivre une ligne pour gagner une case différente. Donc là, à partir du moment où j'ai pris mon bleu ici, je peux partir vers là et prendre un gris, ou partir vers là et prendre un gris. Il faut vraiment juste suivre les lignes et gagner la récompense qui sont associées à chaque fois que vous dépensez une pièce. Donc sur la zone du haut, c'est simple, vous gagnez des soldats, des mécènes, et tout en haut, vous allez gagner une production de mécènes. Sur la droite, vous allez gagner des mécènes, des artisans et surtout des chevaliers. Augmenter la production de chevaliers, gagner éventuellement des couronnes. À gauche, ça va être les artisans, les personnages noirs, et augmenter votre nombre d'artisans gagnés à chaque tour, le petit marteau. Et en bas, c'est le fabricant d'armes, c'est là que vous allez pouvoir développer différentes armes qui vont vous servir à aller attaquer les châteaux adverses. Donc la zone tactique ici, ça va être des éléments pour vous défendre des attaques. La zone ici, ça va être des armes pour attaquer les châteaux adverses. C'est deux choses différentes. Donc là, c'est pareil. Pour pouvoir construire ces éléments, il faut d'abord les activer. Donc ça coûte une pièce de griser la case. Donc admettons, je veux développer les échelles. Ça me coûte une pièce de griser la case. Et il fallait d'abord que je grise celle-là, parce que je vous dis, on suit les lignes. Et à partir du moment où j'ai grisé la case, là, je vais pouvoir, plus tard ou au même tour, dépenser donc un personnage et un bois pour pouvoir gagner l'échelle. Donc là, je cocherai la case, je gagnerai ce qui a marqué dans la case, et j'aurai débloqué l'échelle. Pour débloquer les balistes, ce serait pareil. J'avais le choix en fait là, en suivant la ligne, j'aurais pu directement aller débloquer les balistes. Je suis pas obligé de faire d'abord l'échelle, je fais ce que je veux. Ou j'aurais pu même directement aller construire la petite grue.
Et donc c'est là qu'elle se trouve, la fameuse petite grue qui va permettre de progresser plus loin dans le développement de votre château. C'est à cet endroit-là, il faut griser la case aussi, en dépensant une pièce. Et ensuite, plus tard, vous pourrez dépenser un personnage noir et un bois pour débloquer la petite grue ici. Pour la grande grue, ben, c'est le même principe, sauf qu'il y a une étape en plus où il va falloir utiliser une pièce pour gagner un personnage jaune, et ensuite vous pourrez utiliser une pièce pour débloquer la grue et la construire. C'est pas parce que vous avez coché la case qu'elle est tout de suite construite. Il faut cocher la case en dépensant une pièce et ensuite dépenser les ressources pour gagner l'élément correspondant. Donc là, vous avez des échelles, vous avez des balistes, des catapultes, tout un tas de choses. Les grues, ça sert ici, tout le reste, ça sert pour les batailles que j'expliquerai après. La zone du bas ici, ben, vous l'avez compris, à chaque fois que vous aurez un des symboles ici, vous progresserez en gagnant éventuellement les personnages. Plus vous irez loin, plus vous marquerez des points en fin de partie, on y reviendra. La zone tout en bas, ça va être l'endroit où vous allez gagner de la joie, donc c'est les petits cœurs, ou de la grogne, c'est quand les gens sont pas contents, et évidemment, donc la grogne, ça va vous donner des points négatifs, les petits cœurs, ça va annuler la grogne. Ça, pareil, je vais l'expliquer plutôt après. Les points de victoire, voilà, on y reviendra en fin de partie. En fin d'explication, pardon. Sur la feuille de droite, on va retrouver les 4 grands axes de développement qu'on va pouvoir utiliser. La gouvernance en bleu, la guerre en rouge, le culte en violet et le divertissement en rose. Là, vous avez donc sur la gauche de cette feuille des pistes aussi que vous allez pouvoir donc développer, toujours de gauche à droite. Pour développer la gouvernance, il vous faut utiliser donc soit le symbole avec la petite bourse que vous trouverez à d'autres endroits, que vous pourrez gagner à d'autres endroits, soit un personnage blanc, donc un mécène, blanc-gris. La guerre, c'est pareil, sauf que c'est les casques et les mécènes. Ici, c'est des espèces de chapeaux ecclésiastiques là et les mécènes. Et ici, c'est des espèces de tentes et les mécènes. Donc, le plus souvent, ça va être les mécènes que vous allez utiliser pour avancer sur ces pistes. Admettons, je veux augmenter ma gouvernance, je dépense un mécène et je coche la première case ici. La première case, elle me fait gagner tout de suite une pièce. Donc vous allez avancer comme ça de case en case en gagnant les choses qui sont indiquées dessus, mais surtout vous allez débloquer des niveaux. Donc en dessous vous avez des fanions ici, et ces fanions-là, quand ils sont de couleur, ça veut dire qu'ils vont vous permettre de construire les bâtiments correspondants sur la droite. Donc les bâtiments sont en couleur, et quand ils sont sur fond gris, ça veut dire qu'ils vont vous permettre de faire des actions aussi, qui sont liées à cette piste, sur la droite de la piste. Donc par exemple pour la gouvernance, si vous voulez construire le petit donjon, on vous dit qu'il vous faut être au moins niveau 1. Donc là, c'est le cas. Je suis niveau 1 puisque j'ai coché la première case. Donc je peux construire le petit donjon. Pour construire le petit donjon, ça me coûte un personnage noir et un bois, encore une fois. Et quand je dépense ces ressources, ben je coche la case ici, je gagne ce qui est marqué dessus, donc c'est un point d'influence, je coche ici. Et je sais que j'ai construit ce bâtiment. À partir du moment où je l'ai construit, je vais pouvoir l'utiliser donc en dépensant encore des personnages gris, ici des mécènes. Je dépense un mécène, je coche la première case, je gagne ce qu'il y a dessus. Je dépense un autre, je coche la deuxième case. Et je dépense un troisième, je coche la grande troisième case ici, qui me dit que je vais pouvoir gagner un point d'influence en guerre, ou bien un point d'influence en culte, ou bien un point d'influence en divertissement, plus un point d'influence tout court. Sur la piste de point de victoire ici. Donc ça, c'est pour le petit donjon. Si ensuite je veux construire la petite banque, ben vous voyez qu'il faut que je sois niveau 2 ici, donc il faut que j'ai augmenté de 1 encore, et je pourrais la construire. En sachant que les bâtiments, on ne peut les construire que dans l'ordre des numéros. C'est-à-dire que je ne pourrai pas construire la petite banque tant que j'aurai pas construit et rempli intégralement mon petit donjon. Donc je suis obligé de faire ça en entier avant de faire la petite banque. De la même façon, le donjon moyen, qui est niveau 4, je ne pourrai le construire que quand j'aurai complété mon petit donjon et ma petite banque. Et ainsi de suite. Donc là, ben, vous allez voir, je ne vais pas vous passer en revue toutes les actions et tout ce que ça fait gagner, mais vous voyez que la banque, c'est surtout pour développer la finance. Donc vous gagnez un point de ressources financières en début de chaque manche et une pièce quand vous arriverez à la construire et la développer. La banque moyenne, ça va être la même chose et encore la même chose. En dessous de ça, dans la zone de gouvernance, vous avez les espions. Donc les espions, c'est pareil, il vous faut un certain niveau pour pouvoir les utiliser, donc niveau 3, niveau 6 ou niveau 9. Là par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir rempli tous les bâtiments pour pouvoir les activer. C'est pas des bâtiments, donc il n'y a pas la logique de les faire dans l'ordre. Par contre, il vous faut avoir les paliers atteints sur la piste ici.
Et donc les espions, il vous suffit juste d'avoir atteint le palier, de dépenser une pièce, ça vous fait cocher la première case. Il se passe rien. Quand vous le faites une deuxième fois, vous cochez la deuxième case, là vous gagnez un point d'influence, et vous pouvez entourer ce petit symbole ici. Et ce petit symbole, vous pourrez l'utiliser quand vous voulez pour aller regarder une des cartes d'attaque qui sera mise face cachée au début du tour. Donc au premier tour, c'est inutile puisqu'il n'y en a pas. À partir du deuxième tour, il y en aura toujours au moins une, et plus tard, il y en aura même deux. Ces cartes-là, le fait de pouvoir les regarder, ça va vous permettre de mieux vous préparer aux différentes attaques. Et quand vous les regardez, vous remplirez la case, vous retournerez la carte et vous la laisserez face visible une fois que ce sera fait. Ici, vous en retournez une, là vous en avez deux de plus, et là vous en avez encore deux de plus. Le petit symbole qu'il y a ici à droite, c'est uniquement en multijoueur, parce que le fait de pouvoir retourner les cartes en multijoueur, vous allez pouvoir le faire chez un adversaire. Pour l'aider, en fait, vous allez pouvoir être gentil, dépenser votre espion pour lui permettre d'aller voir ses cartes, et si vous le faites, vous gagnez des points de bravoure, tout simplement. En solo, ça n'a pas lieu, donc vous pouvez oublier. La zone de guerre, exactement le même principe, sauf que là, vous allez pouvoir développer les tactiques. Donc là, si vous êtes niveau 1, vous allez pouvoir dépenser un personnage gris ou un personnage bleu pour cocher le symbole de tactique, donc les fameux engrenages qu'on a vus au début. Vous cochez l'engrenage et vous allez pouvoir, sur la fiche de gauche, gagner, débloquer une des tactiques, comme j'ai montré tout à l'heure avec les pierres. Si vous êtes au niveau 3, vous pourrez le faire à nouveau pour une autre tactique, niveau 5, niveau 7 et niveau 9. Juste en dessous, c'est des zones qui vont tout simplement vous permettre de gagner soit des soldats, soit des évolutions de soldats, soit les fameux jetons de rassemblement. Donc là, vous en avez 3, vous pourrez les gagner ici, c'est le seul moyen de les gagner. Si vous en gagnez un, vous le prenez, vous le mettez face visible dans votre réserve, vous l'aurez jusqu'à la fin de la partie. J'expliquerai après à quoi ça sert. Et enfin, dans la zone de guerre, vous allez pouvoir développer les écuries. Donc les écuries, par contre, là, vous voyez que c'est des bâtiments. Donc la même chose, il vous faut atteindre les bons paliers et vous pourrez les construire que dans l'ordre, en ayant rempli intégralement le premier bâtiment avant de faire le deuxième. Les écuries, ça va vous permettre de gagner des ressources, ça va vous permettre aussi de débloquer pour la petite écurie le cheval noir et pour la grande écurie le cheval blanc. Ces deux chevaux là, et c'est le seul endroit où on peut les gagner, ils vont aussi servir pour attaquer certains châteaux du plateau principal là-haut. Au niveau de la zone de culte, même principe donc de développement. Là, vous allez avoir la petite chapelle, la moyenne chapelle, la grande chapelle, des bâtiments à construire, toujours pareil, dans l'ordre, en ayant atteint le palier. Dès que vous aurez construit la petite chapelle, ça va vous donner accès à la formation des chevaliers, qui est une zone supplémentaire ici. Donc, vous êtes niveau 2 ici, hop, vous payez un personnage noir un bois, vous développez la petite chapelle, vous gagnez le point d'influence ici. À partir de là, à chaque fois que si vous dépensez un pain, vous cochez la case ici, vous dépensez un bois, vous cochez la case ici, vous dépensez une pièce, vous cochez la case ici. Et une fois que vous aurez rempli les 3 cases, vous gagnez la récompense qui est en bas ici. Ce sera le même principe pour la moyenne chapelle et la grande chapelle. Mais comme je vous disais, alors par contre la moyenne chapelle, pour pouvoir la construire, il faut la petite grue en plus. Et la grande chapelle, la grande grue. Mais à partir du moment où vous avez la petite chapelle, vous avez accès à la zone de formation des chevaliers. Ici, pareil, en fonction du palier que vous avez atteint, vous allez pouvoir faire l'action correspondante. Palier 2, il vous suffit de dépenser un personnage gris, et vous gagnez tout de suite un personnage bleu, donc un chevalier, et ce petit symbole là, avec l'espèce de parchemin violet, il vous dit que vous allez piocher des cartes dans votre deck de domaine. Donc c'est là que ça intervient, ça va être toute la fin de la feuille ici. Pour la formation des chevaliers, vous allez en piocher 2 cartes, et vous allez regarder sur ces cartes, vous avez différentes zones, et vous voyez que donc zone violette, qui correspond au culte, vous avez deux parties. La première ligne, ça correspond à la formation des chevaliers. Donc quand vous faites cette action-là, vous regardez uniquement la première ligne de ces cartes, et là, votre but, ça va être d'avoir des symboles différents. Il y a 4 symboles en tout sur cette première ligne, et par symbole différent, vous gagnerez les choses qui sont indiquées en bas. Là, si vous avez 2 symboles différents, c'est le cas ici, je gagne un soldat. J'ai pioché que 2 cartes. Plus loin, vous en piocherez 3 ou 4. Quand vous en piocherez 3, vous en aurez 3 différents, vous allez améliorer votre niveau de recrutement de chevaliers, de production, ou un soldat. Et si vous avez 4 différents, vous aurez la production, un soldat et un point de bravoure. Donc voilà comment ça marche. Une fois que les cartes ont été piochées et que vous avez fait l'action, vous les mettez en défausse. Vous en piocherez d'autres plus tard. Dans la zone de culte, vous avez aussi le festival de la Saint-Valentin,
qui va marcher un petit peu de la même façon, donc avec votre deck de domaine ici. Si vous êtes niveau 1, vous pouvez tout de suite l'utiliser en dépensant un personnage gris et en piochant, encore une fois, les 2 premières cartes de votre deck. Et là, vous regardez la zone du bas. Et la zone du bas, elle va vous dire, pour la première carte piochée, quel numéro de filles vous avez pioché. Donc là, c'est le numéro 6 pour les filles. Vous grisez le 6 pour les filles. Et la deuxième carte, c'est le numéro pour les garçons. Et donc là, j'ai eu du bol, j'ai eu aussi le 6 pour les garçons, parce que là, le but du jeu, c'est de réussir à faire des couples garçon-fille de même niveau. Donc là, j'ai bien un couple 6-6, donc je vais pouvoir gagner la première récompense en bas à gauche ici. Donc je gagne là un cerf et une couronne, un point de loyauté. Donc là, on remplit bien de gauche à droite encore. Hein. C'est pas parce que j'ai gagné le 6 que je gagne directement ce qui est en dessous. Là, j'ai eu un couple, c'est le couple numéro 6, mais je gagne la première case ici. Plus tard, quand je referai l'action, je vais pouvoir piocher 2 nouvelles cartes et regarder. Donc là, j'ai une fille, la fille numéro 3 et le garçon numéro 4. Si jamais plus tard, je pioche et que je repioche, par exemple, la fille numéro 3, c'est ce qui est indiqué avec les flèches, je vais pouvoir choisir de cocher la case 4 ou la case 2. En fait, quand on a déjà le bon numéro, on peut faire gauche ou droite. Même chose pour les garçons. Ça permet de faciliter la création des couples. Voilà pour le festival de la Saint-Valentin, c'est principalement pour gagner des points de loyauté, éventuellement donc la production de cerfs et des cerfs. Et enfin, on a la zone de divertissement, donc même chose, on remplit de gauche à droite, sauf que là on va avoir un petit symbole en plus qui n'est présent nulle part ailleurs, c'est le symbole de brasserie, une espèce de seau ici. Dès que on coche ce symbole, donc là, admettons, j'ai dépensé un personnage ici, j'ai gagné un bois, je recommence, là je gagne ce symbole-là. Quand je gagne ce symbole-là, vous avez la brasserie ici, qui vous dit, à chaque fois que vous cochez ce symbole, vous piochez 2 cartes. Donc là, hop, le principe que tout à l'heure, je pioche 2 cartes, et là, vous voyez que la zone rose ici, il y a 4 choses qui vont se passer, c'est les 4 tableaux qu'on va trouver en bas. Pour la brasserie, c'est l'avant-dernière ligne ici, l'avant-dernière ligne, ça va être des symboles. Vous avez de la mousse, vous avez de l'eau, vous avez du houblon, différentes choses. Et donc là, j'ai ces 2 symboles, je vais pouvoir, dans la zone de brasserie, cocher ces 2 symboles. Donc là, j'ai de la mousse et de l'eau, je vais pouvoir cocher par exemple celui-là et celui-là. Plus tard, quand j'aurai à nouveau un symbole de brasserie, j'en piocherai 2 nouvelles et je vais pouvoir cocher. Le but du jeu, ça va être de faire des lignes et des colonnes. Et ça vous fait gagner, si vous y arrivez, de la bière. Si j'arrive à avoir une ligne complète, je vais entourer ici ma bière. La bière, une fois qu'elle est entourée, elle est active, vous pourrez l'utiliser plus tard pour les attaques adverses. Ça va être pour donner à boire à vos artisans pour les aider à combattre. Je vais l'expliquer après. En tout cas, c'est quelque chose que vous débloquez et qui sera utile plus tard. Ensuite, vous avez ici les tournois. Donc c'est le premier tableau ici. Les tournois, si vous êtes niveau 1, vous pouvez tout de suite le faire en dépensant de la nourriture. Vous dépensez un pain, une nourriture. Vous gagnez tout de suite un chevalier et vous piochez encore les 2 premières cartes du deck. Et là, vous allez regarder la deuxième ligne rose ici. La première carte que vous piochez, c'est votre personnage. Et vous avez une lance, c'est là où vous attaquez, et un bouclier, c'est là où vous défendez. Et la deuxième carte, c'est le soldat contre qui vous allez vous battre, qui a exactement la même chose. Tout simplement, là, il faudra essayer de comparer les emplacements de ces symboles pour savoir qui gagne le tournoi. Si votre lance touche un point non protégé, vous marquez un point et l'adversaire peut faire pareil. En cas d'égalité, si vous touchez tous les deux ou si vous ratez tous les deux, il se passe rien. Et dans ce cas-là, vous pourrez piocher 2 nouvelles cartes. Vous avez droit à 3 tirages maximum. Si par contre, il y en a un de vous deux qui touche et l'autre pas, mais dans ce cas-là, c'est lui qui gagne. Dans ce cas présent, moi je tape à gauche, manque de bol, mon adversaire se protège. Lui, il tape à droite et moi je me protège pas, donc c'est lui qui gagne. Dans ce cas-là, j'ai pas gagné la coupe, donc rien ne se passe, le combat est terminé. J'aurais juste gagné mon chevalier, mais je gagne pas la coupe. Si ça avait été l'inverse, j'avais été le vainqueur, dans ce cas-là, j'aurais pu gagner la coupe et donc griser ça et gagner un soldat et un point d'influence. Et ça va être le même principe pour toutes les lignes, donc de plus en plus loin en fonction de votre niveau sur la piste de divertissement, et vous gagnez des récompenses de plus en plus intéressantes. La zone de la fête de la Saint-Valentin. Donc là pareil, en fonction du niveau, il faut dépenser un personnage jaune. Quand vous le dépensez, vous piochez les 2 premières cartes du deck, encore une fois, et là vous allez regarder la première ligne rose, donc avec les petits numéros.
Ces numéros-là, il va falloir les inscrire dans les tableaux qui sont ici. Donc vous pouvez les inscrire où vous voulez. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire une addition. Donc là, par exemple, mon 7, je pourrais peut-être le mettre en bas ici, le premier. Et mon 6, je pourrais le mettre, on va dire, ici. Donc j'ai commencé à faire mon addition. Le but, c'est que là, j'arrive à trouver un 4 pour faire 10 et un autre 7 pour faire 14. Mais là, il faudra que je le fasse plus tard. Donc là, j'ai pioché mes deux cartes. Mon tour est fini. Plus tard, donc là, j'ai fait ça. Tac. Si je suis niveau 2, c'est le cas, je peux recommencer en dépensant un personnage jaune. Je pioche deux cartes. Et là, j'ai 3 et 1. 3 et 1, ça m'arrange pas ici puisque je vais pas y arriver. Donc, je vais essayer de les piocher, de les mettre ailleurs. En sachant qu'il y a les deux emplacements du haut où on met les valeurs qu'on veut. Donc là, par exemple, je pourrais le faire. Je pourrais mettre mon 3 ici, mon 1 ici. J'ai fait mon addition. Je gagne tout de suite une ressource au choix. Donc, soit une pièce, soit une nourriture, soit un matériau. Si j'arrive à faire les additions un peu plus complexes, je vais gagner plus ou moins de choses. Et si jamais j'arrive à gagner un cœur, comme c'est le cas ici, il y en a aussi dans les tournois et il y en aura aussi dans le jour du Lamas ici. Les cœurs, ça va se passer dans la feuille de gauche, tout en bas. Quand je gagne un cœur et que j'ai pas encore de grogne, tout simplement, je fais une petite croix dans la case. C'est ce qui est marqué ici. Un cœur égale une croix. Si jamais, à un moment donné, je gagne des points de grogne, je vais expliquer après comment. Les points de grogne, de base, c'est une case cerclée. Mais si j'ai déjà une croix quelque part, dans ce cas-là, je vais juste griser entièrement la feuille, parce que une grogne plus un cœur égale une case remplie. Ça, c'est comme ça que ça va marcher, pour suivre l'équilibre entre la grogne et la joie. Et à la fin de la partie, vous regarderez tout simplement les cases qui sont entourées uniquement. Les cases qui seront entourées, ce sera le nombre de points de grogne que vous avez, qui vous fera perdre éventuellement des points. C'est tout pour la fête de la Saint-Michel. Il reste donc le jour du Lamas ici. Le jour du Lamas, c'est pareil, il vous faut dépenser un personnage jaune, vous piochez deux cartes, et là vous regardez les symboles du bas, la ligne du bas. C'est des petits fanions, donc des petits drapeaux. Là j'ai le jaune et le vert. Je peux cocher un jaune et un vert un peu où je veux ici. Donc je peux prendre par exemple le vert et le jaune ici. Et si vous encadrez un élément, vous le gagnez. Donc là je gagne la petite couronne. Quand je referai l'action, j'aurai de nouveaux drapeaux, je vais pouvoir les cocher quelque part, et à chaque fois que j'entoure, je gagnerai donc soit une couronne, soit un cœur. On a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur la feuille de jeu, c'est assez dense, mais vous voyez que la logique est toujours la même, c'est toujours un peu le même principe. Ce qu'il va falloir essayer de voir, c'est qu'est-ce qui combine bien avec quoi, de quoi on a besoin, où est-ce qu'on peut le trouver, donc ça c'est que en jouant que vous vous en rendrez compte. Il reste une dernière action que vous allez pouvoir faire à votre tour, en plus de tout ce qui est là, c'est d'attaquer le château adverse de la manche en cours. Donc la première manche, le château qu'on doit attaquer, c'est celui-là. Si je veux l'attaquer pendant mon tour, il faut que je puisse dépenser une ressource de nourriture, il faut que je l'ai dans ma réserve, et que j'ai débloqué les échelles qui sont dans le fabricant d'armes ici. Donc là, l'échelle, j'ai payé ma pièce pour l'activer, et ensuite il me faut payer un personnage noir et un bois pour la développer, et donc je gagnerai un petit point de puissance qui me fait gagner un personnage gris, vous voyez, ça combote de partout. Mais j'ai débloqué mon échelle. Si j'ai mon échelle, que j'ai bien une nourriture à dépenser, je peux attaquer ce château, et pour ça, il faut que j'ai 4 points d'attaque. En sachant que les points d'attaque, ils vont être donnés par vos personnages rouges et bleus, qui sont respectivement les soldats et les chevaliers. Un soldat vaut 1 point, un chevalier vaut 2 points. Donc là, j'ai un chevalier et 2 soldats dans ma réserve, ça tombe bien. Je peux les dépenser, ça me fait 4 points d'attaque, c'est bien le nombre requis. Si jamais je dépense plus que les points requis, ici il y a un petit tableau, je peux gagner éventuellement des ressources supplémentaires. Si j'ai 2 points supplémentaires par rapport à ce qu'il me faut, je peux gagner une nourriture. Si j'ai 3 points supplémentaires, je peux gagner soit une pièce, soit une ressource. Et si j'ai 4 points supplémentaires, je peux gagner soit un point de bravoure, soit un personnage gris, soit un personnage noir. En sachant qu'on ne peut pas gagner plusieurs fois la même récompense. Donc là, je le fais, je dépense donc mes personnages, je dépense ma nourriture nécessaire, j'ai bien mon échelle, j'ai attaqué le château. Dans ce cas-là, je vais pouvoir avancer ma tente dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre rival, il avancera toujours, il attaquera toujours les châteaux de chaque manche. Donc lui, il avance à chaque tour. Vous, par contre, il vous faut le faire pour avancer, sinon c'est là que vous allez créer un décalage entre lui et vous.
Donc là, j'ai réussi à l'attaquer. Tout de suite, je vais gagner la récompense qui est sur la tuile en haut ici. Donc je gagnerai 2 pièces et un bois. Et je vais gagner les points de bravoure qui sont indiqués aussi en haut. Et comme j'ai réussi à attaquer ce château, au début de la prochaine manche, je vais pouvoir piocher 2 cartes chemin pour avoir le choix, parce que je serai sur la même case que mon adversaire. Si je le fais pas, comme on n'est pas sur la même case, j'en piocherai qu'une et j'aurai pas le choix. Donc voilà, cette action-là, il faut penser, essayer de la surveiller, essayer de la faire aussi, parce que c'est assez important, ça vous fait gagner pas mal de bravoure, ça vous fait gagner des récompenses, et surtout ça ne crée pas de décalage pour vous laisser le choix des cartes au début de la manche. Là, on a fait le tour de tout ce qui était possible à votre tour, en gérant toutes vos ressources. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant de mettre fin à votre tour, il faut essayer de garder en réserve quelques soldats et quelques chevaliers pour défendre votre château pour la phase d'après. Donc quand vous estimez avoir fini votre phase d'action, on passe justement à la défense du château. Donc la défense du château, vous avez un petit résumé ici au centre de la feuille de gauche. On vous dit tout de suite, quand vous êtes à cette phase, que vous devez payer autant de nourriture que la manche en cours. Donc on est à la première manche, il faut que j'ai au moins une nourriture à dépenser. La deuxième manche, il m'en faudra 2, troisième manche, il m'en faudra 3, et ainsi de suite, vous avez compris. Si je le fais pas, je vais gagner 1 point de grogne par nourriture non dépensée. Donc là, c'est la fin de la manche, j'ai plus de nourriture, parce que je suis allé attaquer le château, donc je gagne 1 point de grogne, donc je vais entourer une case ici. C'est comme ça qu'on note la grogne. Une fois que j'ai fait ça, je vais déployer donc mes artisans, donc c'est les personnages noirs, mes soldats et mes chevaliers autour de mon château. Donc là, il va falloir que j'analyse en fait ces cartes-là. Bon, je vais pas le faire, je vais faire ça un peu grossièrement, on va dire qu'il me restait quand même un soldat. Et donc je vais placer ces personnages en haut, en bas, à gauche ou à droite de mon château en fonction des attaques qui vont arriver ici. Et je pourrais, vous allez voir après, dépenser de la bière. Une fois que j'ai placé mes personnages, je vais défausser tout ce qui me reste de personnages jaunes, de personnages gris et de ressources. Donc il faut essayer d'optimiser pour ne pas gaspiller vos ressources, essayer d'utiliser vraiment un maximum possible et garder essentiellement les personnages noirs, rouges et bleus. Ensuite, je vais révéler les cartes d'attaque qui sont encore face cachée, si je les ai pas révélées pendant mon tour avec mes espions, et je vais résoudre les cartes de droite à gauche. Donc là, au premier tour, je vais résoudre d'abord cette carte, et ensuite je résoudrai celle-là. Donc sur ces cartes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver déjà un petit symbole de tête de mort ici, ça veut dire que c'est une attaque un peu méchante. Un peu plus méchante que d'habitude. Ensuite, on vous dit le type d'attaque. Ici, c'est une attaque de type échelle. Alors, on va en prendre une autre pour l'exemple, pour que vous compreniez, hop, un peu le principe, parce que sinon ça fait 2 attaques de type échelle. Ici, c'est une attaque de type, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le bélier. Donc le bélier, on vous dit que lui, il attaque par le bas, et il attaque votre porte. C'est ce qui est grisé ici. Ce qui est grisé, c'est ce qui va être utile pour votre défense. En plus des personnages qu'elle a. Donc là, cette attaque, elle vient de devant, du bas de votre château. Vous allez pouvoir défendre avec les soldats et les artisans et les chevaliers, puisqu'ils sont indiqués dessus. Et vous allez pouvoir utiliser en plus la défense de votre porte et les tactiques qui correspondent à, c'est quoi ce truc, aux poids brûlantes. Si vous les avez développées, évidemment. Et donc là, on vous dit que c'est une attaque de niveau D. Vous regardez la carte du château en cours ici. Niveau D, c'est force 2. Donc il y a 2 points d'attaque qui viennent de ce côté-là. Donc vous regardez votre château, 2 points d'attaque, vous regardez en priorité les défenses du château. Donc là, votre porte, elle a 2 points ici. Donc c'est 2 de défense. Donc elle absorbe à elle seule, votre porte, l'attaque de cette carte. Dans ce cas-là, la carte est résolue. Si jamais j'avais pas construit ma porte, ça ferait 0. Dans ce cas-là, je peux soit utiliser mes personnages. Donc là, mon chevalier, il a toujours 2 de force, donc il absorbe bien cette attaque de 2 et tout va bien. Par contre, quand à chaque fois qu'un personnage utilise tous ses points de force, il est défaussé. Sinon, j'aurais pu utiliser mes symboles ici que j'avais entourés de poids brûlantes si je l'avais activé. Donc là, j'ai pas activé la poids brûlante, donc je peux pas l'utiliser. Donc on va rester pour cet exemple sur ce que j'avais fait. Donc j'ai bien ma porte force 2, ça annule l'attaque. Dans ce cas-là, la carte, je peux la défausser. J'ai réussi à m'en défaire. Si jamais, quand vous réussissez à contrer une attaque, il y avait un symbole de tête de mort, c'est marqué juste après, vous gagnez 1 point de bravoure.
Chaque fois que vous arrivez à contrer une attaque avec une tête de mort, vous gagnez un point de bravoure. Les attaques normales, vous gagnez rien de particulier. J'ai résolu la première carte, je passe à la carte d'après. La carte d'après, c'est une attaque de type échelle, et là en attaque, on vous dit en haut et en bas. Pour vous défendre, vous avez droit au mur du haut et au mur du bas. Vous avez droit aux rochers, aux pierres, si vous avez développé, là je l'ai fait. Et vous avez droit encore à aux soldats et aux chevaliers. Et aux artisans. Donc là, dans ce cas précis, une attaque de force A, c'est 2 points d'attaque. Donc j'ai 2 points d'attaque par le bas. Mon mur ici, il est niveau 1, donc j'absorbe déjà 1 point. Et mon chevalier est niveau 2, donc il prend 1 point aussi. Comme j'ai pas utilisé toute la force de mon chevalier, je peux le coucher. Donc il a utilisé 1 point de ces 2 points de force pour bloquer l'attaque ici. Dans ce cas-là, il n'est pas complètement mort, mais il est endommagé, il a plus que 1 point. Donc le fait de les coucher, c'est à ça que ça sert. De l'autre côté, j'ai aussi 2 points d'attaque, j'ai aussi 1 point de défense ici, donc il me reste 1 point à absorber. Ben là, j'ai le choix, je pourrais très bien utiliser un de mes rochers, que je colorie ici, pour avoir le 2e point de défense. Donc chaque élément que vous utilisez ici, ça vaut 1 point de défense. Ou bien j'aurais pu utiliser mon petit personnage ici, qui a aussi 1 point de défense, donc je l'aurais défaussé puisqu'il aurait perdu ses vies. Et dans ce cas-là, j'aurais bien contré toute l'attaque des deux côtés, je peux défausser la carte, et il n'y a pas de problème. Les autres choses à savoir pour cette partie d'attaque de château, c'est les jetons rassemblement. Les jetons rassemblement, ça va vous permettre, entre 2 cartes, de déplacer vos soldats. Admettons, ce soldat-là, il a réussi à survivre à une première attaque, mais j'en aurais eu besoin à un autre endroit. Je peux retourner mon jeton ici pour redéployer mon soldat à un autre endroit. C'est à ça que ça sert, donc ces jetons, on peut en avoir 3, on peut redéployer jusqu'à 3 soldats. Autre chose utile pour cette phase-là, c'est la bière. Donc la bière, elle peut être utilisée que sur les artisans, pas sur les soldats ni les chevaliers, donc sur les personnages noirs, et ça permet, si vous dépensez une bière, de donner plus 1 de force à un personnage noir. Là encore, si jamais il n'utilise pas toute sa force, il peut être couché et réutilisé plus tard. Voilà pour la défense du château, donc vous allez résoudre toutes les cartes une par une. Si vous avez réussi à résoudre toutes les cartes, ben à la fin, on continue à lire ce qu'il y a marqué là. Donc je vous ai dit, vous gagnez 1 point de bravoure par carte difficile de vaincu. Et à la fin, donc, vous gagnez des points de loyauté, donc des couronnes, qui correspondent au niveau du tour en cours. Donc là, vous voyez, c'est l'espèce de petit chandelier là. Vous êtes niveau 1, donc vous gagnez 1 point de gloire, moins le nombre de cartes que vous n'avez pas réussi à repousser. Donc si je les ai repoussées toutes, bah, c'est 1 moins 0, je gagne 1 point de gloire. Si par contre il en restait une, bah, je gagne 0 point de gloire. Et à l'inverse, vous allez gagner des points de grogne qui correspondent à la différence en fait. Donc là, c'est points de grogne égale le niveau moins les points de gloire gagnés. Ça, c'est pas très compliqué. Et une fois que tout ça c'est fait, bah, vous défaussez tous les personnages qui sont toujours vivants ou que vous n'avez pas utilisés parmi les artisans, les soldats et les chevaliers. Et vous gagnerez un cerf, donc un personnage jaune, par 3 points de force cumulés de ces personnages que vous défaussez. Donc là, admettons, ces 2 personnages étaient intacts. Le chevalier vaut 2, l'artisan vaut 1, ça fait 3 points. Donc je les défausse, et pour 3 points, je gagne un personnage jaune pour le tour prochain. De la même façon, en gagnant des points de bravoure ou de loyauté à la fin des combats, vous allez pouvoir débloquer des personnages éventuellement. Vous les garderez, ceux-là par contre, pour la manche d'après. Ils seront déjà disponibles. Enfin, la dernière étape d'un tour de jeu, donc là, tout ça c'est fini, c'est qu'on va retourner la carte château qu'on a vaincue, retourner la tuile, donc qui correspond à la manche en cours. Et à ce moment-là, si jamais on a des cartes qui sont retournées, qui sont devant notre tente, on va prendre plutôt 1 point de grogne par carte. Donc là, si admettons j'avais pas attaqué le château, je retourne la carte, je regarde, j'ai bien une carte retournée devant moi, je prends 1 point de grogne. Si à la fin de la manche 2, j'ai toujours pas attaqué de château, dans ce cas-là, ben, je vais avoir 2 cartes retournées devant moi, je vais prendre 2 points de grogne. Et en plus, quand on va attaquer les châteaux, plus on attend, plus ça va coûter cher. Parce que là, si je veux attaquer le château à la 3e manche, les points d'attaque, donc non seulement il me faudra du pain, là il me faudra le cheval noir et une catapulte,
pour pouvoir attaquer. Mais il me faudra dépenser en points d'attaque avec mes personnages, mes soldats et mes chevaliers, 5 plus 1 plus 1. Parce que je suis ici, donc il faut que je traverse tout ça. Donc ça va me faire 7 points d'attaque pour pouvoir mettre ma tente ici et attaquer le château et gagner les récompenses qui sont au-dessus. Donc vous avez vu un tour de jeu complet, il va falloir faire ça 5 fois. À chaque manche supplémentaire, vous allez rajouter des cartes d'attaque en plus. Et il va falloir essayer donc de tenir donc les 5 manches. À la fin de la 5e manche, vous allez compter vos points. Les points, c'est simple, il va falloir regarder à quel niveau vous êtes arrivé de chacune des 4 pistes ici. Vous gagnerez les points correspondants pour chaque piste et que vous mettrez ici. Vous allez ensuite regarder les points de vos cartes chemin que vous aurez mis sous votre plateau, donc il y en aura 5, vous avez fait 5 manches, en fonction des conditions qui sont indiquées dessus. Celle-ci par contre, par exemple, le baron, on vous dit par ligne de commandement complétée. Donc les lignes de commandement, en fait, ce sont les lignes de gouvernance, guerre, culte et divertissement. Ce sont les petites lignes que vous avez en dessous de chaque ligne. Si vous en avez complété une en entier, ça fait 1 point, 2 ça fait 2 points, 3 ça fait 3 points. Et ces cartes-là, je vous laisserai découvrir, il y en a tout un tas, elles sont toutes différentes. Vous avez le moine ici, vous avez les éclaireurs, c'est par espion gagné. Si vous avez réussi à débloquer vos 3 espions, vous gagnerez vos 5 espions, pardon, c'est les petits symboles, là, vous gagnerez 3 points. Et ainsi de suite. Vous additionnez tous ces points, vous les mettez dans la case bleue. Et enfin, vous allez soustraire les points de grogne, si vous en avez, c'est-à-dire si vous reste des cases entourées. Chaque case entourée, vous regardez combien ça vous fait perdre de points. Si vous en avez 4, ça vous fait perdre 6 points. Si vous en avez 12 ou plus, vous perdez 27 points. Donc c'est beaucoup. Et je vous dis, ça s'annule avec la joie. Ça vous fait un total, et donc pour une partie classique, le but c'est juste de faire le meilleur score, il n'y a pas d'objectif particulier, il faut essayer de faire un score correct. Maintenant, si vous voulez jouer en multijoueur, il n'y a pas grand chose qui va changer. Vous allez avoir donc les tentes, cette fois-ci il n'y aura pas de tente de rival, ce sera les tentes de chaque joueur ici. Au début de la partie, vous déterminez un premier joueur, vous lui donnez ce petit jeton là. Quand vous distribuerez les cartes d'attaque ici, il faudra faire attention à pas regarder le dos des cartes, parce que je vous ai pas expliqué, mais au dos des cartes, vous avez des indications sur ce qui va se passer. Donc là, on vous dit que ça va être une attaque de type bélier, que ça va donc attaquer obligatoirement votre porte principale, et que vous allez pouvoir défendre avec tout ce qui a marqué là. Donc là, pas de surprise, c'est à peu près tout indiqué dessus. Par contre, celle-là, c'est une attaque de type échelle. On vous dit que ça va attaquer sur un côté de votre château, mais on vous dit pas lequel. Et vous savez que vous allez pouvoir défendre avec le mur de ce côté-là et les pierres. Donc là, quand vous retournez, vous voyez, c'est le mur du haut. Et on sait pas non plus si ça va être une attaque méchante ou pas. Sachant que voilà, c'est généralement la valeur la plus forte, c'est les attaques les plus méchantes à contrer. Donc ces cartes-là, voilà, vous les mélangez bien et vous les distribuez, vous les placez devant chaque joueur, en multijoueur. Et ensuite, au début de chaque manche, vous allez révéler un nombre de cartes chemin égal au nombre de joueurs. Et ces cartes-là, elles vont être choisies en fonction de l'ordre du tour. Donc au tout début, on est tous à égalité au niveau des tentes ici. Ça va être le premier joueur qui va choisir en premier, puis le second, puis le troisième. Plus tard dans la partie, quand il y aura des tentes qui sont plus avancées que d'autres, ce seront les tentes les plus avancées qui choisiront en premier. Et en cas d'égalité, s'il y a plusieurs tentes sur la même case, c'est encore l'ordre du tour qui décide. Donc chacun va récupérer une carte, récupérer ses ressources, et ensuite, à la phase d'action, tout le monde joue un peu dans son coin, fait tout ce qu'il a à faire. Et ensuite, chacun va résoudre sa propre bataille de son propre plateau. Pour les attaques de château, on peut tous faire la même attaque au même moment, il n'y a pas de problème. La seule petite interaction, ça va être au niveau des espions, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez pouvoir utiliser vos espions pour aller dévoiler des cartes chez vos adversaires, ce qui vous permettra de gagner de la bravoure. C'est à peu près tout, et par contre, en fin de partie, évidemment, ce sera celui qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Ensuite, si vous voulez jouer en mode encore un peu plus facile, vous allez ne pas utiliser les attaques de château adverses. Donc ces cartes-là, en fait, elles seront remplacées par des cartes de ce type-là. Et en fait, à la phase de résolution des attaques, il faudra payer de la nourriture supplémentaire pour la carte en cours. Et si vous arrivez à défendre sur un certain nombre de cartes d'attaque, vous gagnerez plus ou moins de gloire supplémentaire. Donc voilà, c'est si jamais vous voulez faire un mode tranquille, pas trop compliqué. Et finalement, donc le mode le plus intéressant du jeu, ça va être le mode solo.
Donc pour le mode solo, vous avez tout un livret de campagne avec 20 scénarios différents. Et dans chaque scénario, vous avez un petit texte narratif qui vous raconte une petite histoire. Et on vous dit à chaque fois donc les cartes que vous allez utiliser ici pour la mise en place. On vous donne quelques indications supplémentaires. Vous pouvez avoir des ressources de départ, vous pouvez avoir des cartes à retirer de la partie. Dans tous les cas, à chaque fois, il faudra ne pas utiliser la carte émissaire que je vous ai mis de côté ici, et il faudra pas non plus utiliser la carte avocat. Donc ces deux cartes-là, elles seront jamais utilisées dans le mode campagne. On enlèvera aussi du deck d'attaque ici une carte catapulte et une carte trébuchet. Donc voilà, ces 4 cartes là, vous les sortirez complètement du jeu quand vous ferez la campagne solo. Et ensuite, en fonction des mises en place de différents scénarios, vous aurez d'autres choses à faire, d'autres manipulations à faire. Et pour chaque scénario, vous allez avoir une condition de victoire. Donc on vous dit ce qu'il faut faire. Par exemple, pour le premier scénario, je vous dis juste le premier, hein, il vous faut avoir construit et rempli tous les niveaux de la banque. Donc il va vous falloir avoir fait principalement la gouvernance ici pour avoir construit toutes les banques. Il vous faut au moins 15 de loyauté et 15 d'influence, donc sur les pistes ici. Il vous faut pas plus de 2 points de grogne, et il vous faut 60 points de victoire ou plus. Et en plus de ces conditions de victoire, vous avez un objectif bonus. Donc là, il est simple, c'est que si vous faites 70 points de victoire ou plus, pour le scénario d'après, vous aurez une petite récompense. Vous commencerez là avec un soldat et une pièce en plus. Donc voilà, après comment ça va se passer pour le mode campagne, en sachant que dans les cartes, alors j'ai pas tout fait encore, j'ai pas regardé, dans les cartes de mise en place ici, vous avez des cartes un peu spéciales, vous avez des cartes comme celle-ci, vous avez des cartes là, voilà, un peu différentes, qui vont, je pense, changer un petit peu les règles, vous avez ces choses-là. Donc il y aura des petites surprises, je pense, dans le mode solo, et en tout cas des objectifs plus intéressants à essayer d'atteindre. Voilà, c'est tout pour The Anarchy. Donc j'ai parlé un peu vite, hein. Je sais pas si tout est clair. C'est dense, mais honnêtement, c'est pas si compliqué. Donc si clairement vous avez joué déjà au Mur d'Adrien, ce sera très facile de vous y remettre. On retrouve vraiment le même principe, les mêmes mécaniques. Il y a juste un peu plus de ressources à gérer et un système de bataille qui est un petit peu différent, mais qui est, pour moi en tout cas, beaucoup plus intéressant. Très clairement, moi, c'est le jeu que j'attendais le plus cette année. Il était dans ma liste des jeux attendus, la vidéo que j'ai fait en fin d'année dernière. C'était le numéro 1 et je suis pas déçu. Donc c'est vraiment ce que j'espérais. C'est une refonte du Mur d'Adrien que j'adorais déjà. Pour moi, je pense que c'est le meilleur jeu solo et le meilleur jeu à cocher un peu complexe. Donc si vous aimez ça, vous pouvez tenter, c'est vraiment pas mal, il y a des combos dans tous les sens, les parties sont vraiment différentes, et surtout donc avec le mode de scénario, on vous oblige à partir sous tel ou tel axe, à faire attention à telle ou telle chose, le système de combat oblige à gérer ses ressources différemment, donc c'est vraiment un super jeu. Un peu dense, un peu long, donc les parties, je vous dis, c'est au moins 1h30 la partie, donc faut avoir un peu de temps, il y a 20 scénarios si vous voulez faire le mode campagne, donc vous avez de quoi faire, et dans tous les cas, chaque scénario est rejouable indépendamment, donc vous pouvez faire des parties un peu à l'infini. Donc voilà, un super jeu que je vous recommande, si ça vous fait pas trop peur. Bon jeu!